Ça a commencé? We're modern, enlightened, and we don't agree with locking up patients. We prefer therapy through the Declaration of Human Rights. La Révolution française, écrit Victor Hugo dans Les Misérables, est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète, soit, mais sublime. Alors ça y est, on y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? La Révolution française, un récit qui ne laisse personne indifférent. Et même si tout le monde s'accorde sur le fait de ne pas en savoir assez pour ne pas se tromper, personne ne se sent d'humeur à se taire à son sujet. C'est une histoire que personne ne connaît bien, mais sur laquelle tout le monde a un avis. Comme Jésus. Résumé des épisodes précédents. Depuis des siècles, la France était divisée en 3 ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Mais au cours du XVIIIe siècle, une nouvelle classe s'affirme, la bourgeoisie. Elle fait partie du tiers-état, mais elle concurrence les 2 autres ordres de la société d'un point de vue économique. Industriels, banquiers, grands commerçants, ils estiment qu'ils n'ont pas la place qui leur revient dans la gestion des affaires nationales. Non seulement ils sont soumis à des impôts dont sont exemptés les membres de 2 ordres qui ne contribuent pas autant qu'eux à la richesse du pays, mais ils pensent qu'une nouvelle distribution de la richesse devrait également entraîner une nouvelle distribution du pouvoir. Ça peut s'entendre. Et l'occasion pour les bourgeois de pouvoir se faire entendre va leur être fournie par la situation financière désastreuse de la France de Louis XVI. En 1789, la dette publique monte à 4 milliards de livres et le service de la dette absorbe 250 millions de livres par an, c'est-à-dire plus de la moitié des recettes de l'État. La situation du peuple est alors terrible. En 1789, une sécheresse de printemps suivie d'orages d'été a entraîné une récolte désastreuse. La miche de pain va monter jusqu'à 14 sous. Les ouvriers français en gagnent en moyenne 20 par jour. C'est invivable. Et comme c'est invivable, les émeutes de la faim sont continuelles. Necker, un banquier suisse qui avait été ami avec les intellectuels de l'encyclopédie, est alors chargé de la trésorerie royale. Et le roi, afin de résoudre la crise financière, décide alors de convoquer les États généraux. Les États généraux, créés par Philippe le Bel en 1302, ils n'avaient pas eu lieu depuis 1614. Vieux machin, les États généraux, c'est une assemblée extraordinaire où sont présents des membres des 3 ordres. Le clergé et la noblesse, qui à eux deux représentent environ 2% de la population, et le tiers-état, qui représente tout le reste. Le but de cette assemblée est de reconstituer le trésor de l'État afin d'éviter la banqueroute. Rendez-vous est pris pour le 27 avril. Le tiers-état va être représenté par de grands orateurs, en particulier le comte de Mirabeau, un homme très ambigu sur lequel on aura l'occasion de revenir. Le tiers est uni contre la noblesse et le clergé, mais il est lui-même divisé entre sa partie bourgeoise et sa partie populaire. Le peuple va être mobilisé pour intimider le clergé et la noblesse, mais la bourgeoisie espère bien être la grande gagnante de la Révolution. The struggle of class against class is a what struggle? A political struggle. Good, yes it is indeed. C'est sans compter sur une personne qui va prendre les misères du peuple très au sérieux. Un petit avocat de province qui espère beaucoup de ce rendez-vous donné le 27 avril à Versailles et qui, en attendant, écrit des textes qu'il diffuse autour de lui. Nous touchons au moment qui doit décider à jamais de notre liberté ou de notre servitude, de notre bonheur ou de notre misère, écrit-il dans une adresse à la nation artésienne en janvier 1789. Il s'agit bien évidemment de Maximilien Robespierre. On y est, ça y est, la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Voilà ce dont nous allons essayer de parler dans 2 épisodes successifs de L'Empire n'a jamais pris fin. So has the revolution begun yet?
J'ai mon grand Albert et mon petit Albert pour faire face au furet, mais je vous préviens, il y aura quand même un twist. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, j'enquête sur ce sphinx qu'on appelle parfois la France. Cette enquête ne prétend pas plus à l'exhaustivité qu'à l'objectivité, elle est simplement la recherche d'une clé pour tenter de sortir de notre labyrinthe de malheur. Pour cet épisode, j'ai reçu l'aide de l'historien Raphaël Carbone et de l'historienne Marie-Aimée Remieux. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. You sexy motherfucker. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 6, Revolution number 1. Maximilien Robespierre naît le 6 mai 1758 à Arras. Il meurt le 10 Thermidor an 2 à Paris. Son père est avocat, sa mère est la fille d'un brasseur. Il a 2 sœurs, Charlotte et Henriette, et un frère, Augustin. Leur mère meurt alors que Robespierre n'a que 6 ans. D'après les mémoires de sa sœur Charlotte, leur père abandonne le foyer peu de temps après. Les 2 sœurs sont recueillies par leur tante paternelle, les 2 garçons par leur grand-père maternel. Maximilien entre en 1765 au collège d'Arras. En 1769, il obtient une bourse qui lui permet de continuer ses études au collège Louis-le-Grand à Paris. Il a pour condisciple Camille Desmoulins, de 2 ans son cadet. Pendant longtemps, on a raconté une scène légendaire qui n'a qu'une seule source, les mémoires de l'abbé Proyard, préfet du collège Louis-le-Grand, un homme particulièrement hostile à Robespierre. En 1775, Robespierre aurait prononcé un compliment en vers à Louis XVI de retour de son sacre à Reims. Je cite l'abbé Proyard. « Je me souviens que le roi daigna abaisser un regard de bonté sur le jeune monstre qui, élevé dans sa maison, devait un jour lui porter le premier coup de poignard. » Cette scénette, on la retrouve partout. On n'a pas pris le temps de la vérifier. On a cru le curé sur parole. On la trouve dans la pièce de Romain Rolland, Robespierre, et jusque dans le film de Robert Henrico, réalisé pour le bicentenaire de 1989, La Révolution française, les années-lumière, qu'elle ouvre carrément en pré-générique, avec Camille Desmoulins présent à ses côtés. Demande pas pourquoi, c'est cadeau. Mais je peux pas le croire. Il ne nous a même pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Le biographe Hervé Levers a récemment démontré que la rencontre n'avait pas pu avoir lieu. En tout cas, pas à ce moment-là. Le roi n'est pas passé par Paris au retour de son sacre à Reims. Il est rentré directement à Versailles. Le compliment en vers a-t-il été récité à un autre moment? Le petit prêtre a-t-il mélangé les dates? A-t-il déliré? A-t-il inventé cette séquence idiote pour nourrir son récit à charge? On ne sait pas. Autre récit mythique de la jeunesse de Robespierre. Il aurait rencontré Jean-Jacques Rousseau. Ou peut-être a-t-il seulement aperçu le rêveur dans une de ses promenades vers la fin de sa vie. Je me tire. La déclaration de Robespierre est équivoque. Je cite « Je t'ai vu dans tes derniers jours, et ce souvenir est pour moi la source d'une joie orgueilleuse. J'ai contemplé tes traits augustes, j'y ai vu l'empreinte des noirs chagrins auxquels t'avaient condamné les injustices des hommes. » Jean-Jacques Rousseau est l'influence principale du jeune Robespierre. Elle le sera toute sa vie. Il n'est pas le seul. Toute l'époque est obsédée par Rousseau. Mais Robespierre va essayer d'appliquer politiquement le contrat social. Et puis Robespierre aura hérité de Rousseau un trait de caractère, la mise en scène de soi. Pourtant, Hervé Levers a raison de dire que le Robespierre intime nous est, malgré ou peut-être à cause de cette mise en scène, en grande partie inaccessible. Pour l'abbé Proyard, ancien sous-principal à Louis-le-Grand, écrit Levers, le collégien était dur, solitaire, hypocrite, égoïste, sans moyens extraordinaires et né pour être un méchant obscur. Mais dans ses mémoires, Charlotte Robespierre présente son frère comme doux, sociable, juste et généreux. Qui croire? Oui,
Qui croire? D'autant que ce sont les deux témoignages principaux à partir desquels vont se bâtir deux légendes concurrentes qui se sont imposées et qui s'opposent encore aujourd'hui. Tout ce qu'on sait du Robespierre intime, c'est qu'il aime les fringues. Comme Prince. C'est une sorte de Prince de l'époque. Il est tiré à 4 épingles, avec une perruque impeccablement poudrée. Et il a un chien, Brunt. On ne lui connaît pas de vie amoureuse. Était-il chaste? Avait-il un ou des amours secrets? Était-il homosexuel? On ne sait pas. On ne saura probablement jamais. Robespierre est reçu bachelier en droit de la faculté de Paris le 31 juillet 1780. Il obtient son diplôme de licence le 15 mai 1781, retourne à Arras et s'inscrit au conseil provincial d'Artois comme son père. L'avocat ne se contente pas de plaider. Il imprime et distribue ses plaidoiries qui lui donnent l'occasion de développer sa pensée philosophique et politique. En 1789, Robespierre se porte candidat à la représentation du tiers-État. Il a déjà l'impression de vivre, dit-il, une de ces révolutions uniques qui font époque dans l'histoire des empires et qui décident de leur destinée. Dans son tract comme candidat aux États généraux, il écrit « La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Robespierre est élu député du tiers de la ville d'Arras au printemps 1789. Il représente la corporation la plus pauvre, celle des savetiers, ceux qui fabriquent des savates. On ne connaît pas la date exacte de l'arrivée de Robespierre pour les États généraux, qui se réunissent à Versailles dans la salle des menus plaisirs. Sa première intervention à la tribune parlementaire date du 18 mai 1789. Sa plus ancienne lettre comme député est du 23 mai. Pendant ces États généraux, le roi a autorisé le doublement des représentants du tiers-État. 500 représentants contre 250 pour la noblesse et 250 pour le clergé. Mais il n'a pas précisé le mode de scrutin. Est-ce une voix par représentant ou une voix par ordre? Ce sera une voix par ordre. Donc le tiers a beau représenter 98% de la population, il est en minorité devant les décisions des 2% restants. Et tu crois que ça va passer crème? Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Ça gueule dans tous les sens. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État considèrent qu'ils représentent la presque totalité de la nation et prennent le nom d'Assemblée nationale. Ils sont rejoints par des membres des autres ordres et décident de commencer œuvre commune. Ça ne plaît pas au roi, mais toujours un peu lâche, il fait les choses à moitié. Louis XVI ordonne de faire fermer les portes de la salle des menus plaisirs sous un prétexte débile, celui d'aménagement intérieur. Ménage tes menus plaisirs, petit roi. Ils dureront pas. Le 20 juin, les députés du tiers se retrouvent dehors, sous la pluie battante, devant les portes fermées et gardées par des soldats. Rien à foutre. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Ils vont juste à côté, dans la salle du jeu de paume, qui sert habituellement de salle de divertissement aux courtisans. Ils prononcent ensemble un serment et commencent à rédiger une constitution, d'où le nom qu'on leur donnera, la Constituante. Le 23 juin 1789, Louis XVI tente de rétablir son autorité avec une séance royale. Il leur fait un discours pas possible. Il demande que tout se fasse comme il veut, ou alors il le fera quand même, mais sans eux. Et il le fait avec son style bien à lui, c'est-à-dire pas clair. Si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul je ferai le bien de mes peuples, seul je me considérerai comme leur véritable représentant. Réfléchissez, messieurs, qu'aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation générale. Ouah! Mais le pauvre bougre n'a plus aucune carte en main. Les députés refusent de rentrer chez eux. Nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes.
lance cette grande gueule de Mirabeau. C'est la version la plus connue de sa saillie, et elle est probablement apocryphe. Une autre formulation de la même réplique, rapportée par Camille Desmoulins, est « Le roi peut nous faire égorger, dites-lui que nous attendons tous la mort, mais qu'il n'espère pas nous séparer, que nous n'ayons fait la Constitution. » Alors le roi cède, mais il n'en pense pas moins. Le 11 juillet 1789, il décide de renvoyer secrètement Necker et s'apprête à proclamer la banqueroute de l'État. Et il appelle ses troupes mercenaires dans toute l'Europe à le rejoindre autour de la capitale, entre Versailles et Paris. Oula, t'es un ouf, toi. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Voyant les troupes arriver, Camille Desmoulins, persuadé qu'il va y avoir une sorte de Saint-Barthélemy des patriotes, fait dès le lendemain une harangue enflammée, pistolet en main, dans les jardins du Palais Royal. Camille Desmoulins, qui est ce jeune homme? On s'en souvient, Camille était le condisciple de Robespierre à Louis le Grand. Il va surtout s'illustrer dans le journalisme. Pourquoi? Parce qu'il bredouille, il bégaye. Mais ce jour-là, Camille Desmoulins a toute sa ferveur et toute sa verve. Et il appelle les patriotes à prendre les armes pour se défendre. Patriote. Le terme n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. D'après le dictionnaire historique de la Révolution française d'Albert Soboul, il était alors défini selon les critères de l'encyclopédie. Un patriote est un homme qui, dans un gouvernement libre et régi par des lois, chérit sa patrie au-dessus de tout et met son bonheur et sa gloire à la secourir avec zèle selon ses moyens et ses facultés. Mais patriote a aussi une dimension américaine, liée à la guerre d'indépendance, guerre par laquelle les États-Unis, avec le soutien de la France, se sont libérés de l'Empire britannique et ont fondé une république dont George Washington est devenu le premier président en avril 1789. Les patriotes, ce sont ceux qui veulent rénover la patrie dans le sens de la liberté. Et Camille craint que les armées étrangères aient été mobilisées par Louis XVI pour réprimer ceux qui ont défendu les droits du tiers-État. Aux armes, crie Camille Desmoulins. Et le lendemain, tout le monde se rend aux Invalides où il y a un grand dépôt de fusils. On se serre et on fonce sur la Bastille. Un ancien fort destiné à protéger Paris et qui fait également office de prison. Mais c'est une prison avec très peu de prisonniers. Au moment de la prise de la Bastille, ils ne sont que 7. 4 faussaires, un noble enfermé pour inceste et 2 fous, dont un qui se prend pour Jules César. Combien de morts lors de la prise de la Bastille? Plusieurs centaines, des civils surtout. Et puis le gouverneur de la Bastille, Delaunay, et Flessel, le prévôt des marchands de Paris, qui fait plus ou moins fonction de maire. On balade leur tête au bout d'une pique. C'est violent, et cette violence sera présente tout le long de cette période. Les années de la Révolution sont des années violentes. Et ce sont des années où les hommes qui y vivent savent qu'ils vivent une période exceptionnelle. Exceptionnelle en tout, et donc également en violence. Ils savent qu'ils vivent la Révolution. Le roi aussi, puisqu'il prend peur, et le soir même, il rappelle Necker. La bourgeoisie universelle, écrit Albert Mathiès dans son Histoire de la Révolution française, comprenant que son heure sonnait, tressaillit de joie et d'espérance. Oui, merci les pauvres, la bourgeoisie a gagné. Mais les pauvres ont eu, l'espace d'un instant, le sentiment de leur puissance. Alors on va la leur faire à l'envers. La bourgeoisie décide de récupérer les armes. Et elle le fait de façon bien vicieuse. On propose de leur racheter les armes dont ils se sont servis pour prendre la Bastille. 40 sous par fusil. Les pauvres vont pas trop hésiter. Sur le moment, étant donné leur degré de misère, ils croient peut-être même faire une affaire. C'est à vomir, et c'est que le début. La bourgeoisie s'empare de l'administration de la capitale. L'astronome Jean-Sylvain Bailly est nommé maire de Paris. Le marquis de Lafayette, qui s'est illustré dans la guerre d'indépendance américaine, bombardé, commandant d'une armée indépendante et ouverte au tiers-État, la garde nationale. Petite précision, on doit payer son uniforme si on veut y entrer. Et l'uniforme coûte 80 livres, c'est-à-dire 1600 sous, 80 jours de travail. Ah donc, cette garde nationale ne concernera que les riches.
Sympa. L'exemple parisien se propage dans les provinces. Si on ajoute à ça la disette et la crainte d'une réaction nobiliaire, ne nous étonnons pas de voir les paysans se soulever dans les campagnes. Ils s'arment de fourches, de faux et de fusils de chasse, pillent les châteaux et brûlent les archives qui fixent les droits et les propriétés seigneuriales. Alors pour calmer le jeu, le 4 août, la Constituante abolit les privilèges. On supprime les exemptions fiscales de la noblesse et du clergé. C'est une égalité en droit des citoyens. En droit, pas en fait. Puisque malgré tout, il y a toujours des riches et des pauvres. Les Français changent de maître, pas mieux. Cette abolition est suivie de plusieurs jours d'activité des députés qui rédigent alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août. Cette nuit du 4 août, et cette Déclaration des droits de l'homme, elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été préparées. Elles ont été préparées dans des clubs où se réunissent les députés patriotes. Comme beaucoup d'autres, Robespierre adhère au Club breton, qui se réunit au Café Amaury à Versailles. Lors de l'installation de l'Assemblée à Paris en octobre 1789, il rejoint la Société des Amis de la Constitution, située dans le couvent des Jacobins. D'où le nom plus connu de Club des Jacobins. C'est un club de discussion entre députés. Mais celui-ci va devenir une sorte d'antichambre de l'Assemblée, un lieu de répétition générale. Chaque réunion est une séance préparatoire de la séance de l'Assemblée du lendemain. Et il faut imaginer que pendant 5 ans, la plupart de nos protagonistes vont littéralement passer leur journée et leur soirée à travailler. Ils sont tous les jours à l'Assemblée et tous les soirs au club. Et ils passent leur nuit et leur matin à préparer les textes qu'ils vont lire, les lois qu'ils vont proposer ou auxquelles ils vont s'opposer. C'est une vie de dingue. Pendant les débats d'août et de septembre, un clivage émerge au sein de l'Assemblée constituante entre les députés favorables au maintien du pouvoir du roi et d'autres partisans de sa limitation. C'est de là que naît l'opposition droite-gauche, toujours présente aujourd'hui. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Robespierre va être très actif au sein de la Constituante. Côté gauche, bien sûr. Il prend la parole environ 60 fois de mai à décembre 1789, 100 fois en 1790 et 100 fois entre janvier et septembre 1791. On prend très rarement en compte ses requêtes, mais il se fait remarquer. Sa première intervention remarquée concerne le vote de la loi martiale à la fin du mois d'octobre 1789. Résumé de la situation. Le 29 août 1789, la Constituante a voté la liberté illimitée du commerce des grains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on livre le marché des subsistances aux gros producteurs et aux négociants en les autorisant à hausser, quand ils le veulent, les prix des denrées de première nécessité. Or, les Français ont faim. Ils ont même très faim. Ils ont si faim que le 5 octobre, des femmes très courageuses se rendent à Versailles avec bâtons, canons et piques. Elles font face au roi qui, comme d'hab, montre patte blanche. Il signe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il n'avait pas voulu signer jusque-là. Et surtout, à la demande générale, il quitte Versailles et il s'installe aux Tuileries, c'est-à-dire sous le contrôle des Parisiens. Mais quel rapport avec le prix des œufs, comme on dit? Et le 21 octobre 1789, dans un contexte de pénurie alimentaire, des Parisiens pillent la boulangerie d'un certain François et finissent même par le pendre à une lanterne. Le jour même, prise de panique, la Constituante décide d'adopter une loi martiale permettant à une municipalité d'autoriser la garde nationale à ramener l'ordre en tirant sur la foule après sommation. Pour Robespierre, cette loi est juste dégueulasse. La solution, pardon, n'est pas de faire feu sur le peuple quand il nous fait peur. C'est de découvrir ce qui provoque le manque de pain et d'y remédier. Et il explique. Le peuple avait terrassé d'un seul coup le despotisme et l'aristocratie, mais bientôt la faiblesse, ensuite la corruption des premiers mandataires caressa le despotisme, le réhabilita sous des formes nouvelles. Elle encouragea l'aristocratie et le peuple agité paya de son sang cette perfide protection accordée à ses ennemis naturels. À partir de ce discours,
Robespierre va devenir la cible privilégiée de la presse royaliste, qui lui reproche d'être le défenseur des brigands. Le journal royaliste Les Actes des Apôtres le traite de démagogue, d'incendiaire et d'apôtre du massacre. Et bientôt, il lui invente une parenté biologique avec Damiens. Robert François Damiens, ce mystérieux valet qui, dans la continuité de Saint-Jacques-Clément et de Ravaillac, avait attaqué au canif Louis XV le 5 janvier 1757 et réussi à vaguement faire saigner le roi. Ne croyez pas que Robespierre, comme on le dit, soit né de rien, peut-on lire dans ce torchon du niveau de l'Action française et des émissions de Pascal Praud. Il appartient par Madame sa mère à feu Robert François Damiens. Une idée reprise par la Gazette de Paris, où Robespierre est présenté comme le petit-neveu de Damiens. Donc, dès la première intervention remarquée de Robespierre à l'Assemblée, on commence à rédiger sa légende noire. Fun fact, en mars 1793, ce sera la presse girondine, c'est-à-dire républicaine bourgeoise, qui reprendra la fake news royaliste d'une parenté biologique entre Robespierre et Damiens. Faites entrer le régicide. Faites entrer le régicide. Mais c'est aussi ce discours contre la loi martiale qui le fait remarquer par Jean-Paul Marat, qui va le soutenir dans son journal L'Ami du peuple. Ça tombe bien, c'est le moment où Marat lui-même commence à se faire remarquer. Et c'est pas trop tôt. La plupart des grandes figures de la Révolution sont jeunes. Elles ont moins de 30 ans. Marat a déjà plus de 45 ans. Né en 1743 dans la principauté de Neuchâtel, Suisse protestant passé par Bordeaux, Londres, la médecine, la physique expérimentale, les tentatives littéraires et les réflexions philosophiques et politiques, arrivé à Paris en 1777, naturalisé français en janvier 1789, Marat est fin prêt pour la Révolution. Je gémissais depuis 5 ans lorsque la Révolution s'annonça par la convocation des États généraux, dira Marat. J'entrevis bientôt où les choses viendraient et je commençais à respirer dans l'espoir de voir enfin l'humanité vengée. Disciple hardcore de Rousseau, Marat a toujours détesté les despotes, éclairés ou pas. Et il s'est attaqué, dès ses premiers écrits, aux deux salopards que les philosophes des Lumières courtisaient. Catherine II de Russie et Frédéric II de Prusse, que Marat décrit comme des gens frivoles, exterminant les autres peuples et méprisant le leur en le laissant croupir dans la misère, tandis qu'ils vivent dans l'opulence et se piquent d'art et de science. Anti-Voltaire, tu perds ton sang-froid. La Révolution va mettre en veilleuse les ambitions scientifiques, philosophiques et littéraires de Marat. À partir du moment où il se consacre à son journal « L'Ami du peuple », il y passe ses jours et ses nuits. Il dira y travailler 21 heures par jour. Et ça ne doit pas être loin d'être le cas. L'Ami du peuple, ce ne sera rien moins que 685 numéros et 10 000 pages écrites et imprimées par lui en 4 ans. 2500 pages par an. Marat attaque Necker d'abord, Bailly ensuite et bientôt Lafayette. Ce qui caractérise le style Marat, c'est la violence assumée. Aveugle citoyen, serez-vous toujours insensé? N'ouvrirez-vous jamais les yeux? Il y a 10 mois que 500 têtes abattues auraient assuré votre bonheur. Pour vous empêcher de périr, vous serez peut-être forcé d'en abattre 100 000 après avoir vu massacrer vos frères, vos femmes et enfants. Et comme il est régulièrement poursuivi pour dénonciation, il écrit son journal caché, dans une cave ou dans une autre, comme une espèce de justicier solitaire. Camille Desmoulins ne se gênera pas pour s'en moquer. Le beau courage de Monsieur Marat, qui pourtant traite tous ses confrères de lâches, lorsque du fond de sa cave, il décharge 10 carabines sur des coquins qui ne peuvent pas espérer le rencontrer dans la rue. Desmoulins et Marat, c'est 2 salles, 2 ambiances. Le journal de Camille, Les Révolutions de France et de Brabant, qu'il publie à partir de novembre 1789. C'est 60 pages avec une belle gravure en ouverture. L'Ami du peuple, c'est plus proche du fanzine. 8 à 16 pages petit format, écrites en pâte de mouche, imprimées sur un papier cheap. Mais Marat a la volonté d'incarner le peuple révolutionnaire. Comme écrit l'historien Olivier Coquard, Marat s'adresse expressément au public populaire et Camille place plutôt ses lecteurs dans la catégorie des élites ou de la bourgeoisie éclairée. Camille parle de Marat avec ironie, souvent, mais aussi parfois avec un authentique respect. Marat, écrira Desmoulins, toujours en colère et toujours aussi échevelé que la pythonisse, ne rêve pas toujours et il lui échappe de grandes vérités à travers ses songes.
Marat aura sa légende noire, comme Robespierre. Et elle passera, comme Robespierre, par Jules Michelet, qui le décrit quasiment comme un freak, un Quasimodo. Échappé de sa cave, sans rapport avec la lumière, ce personnage étrange, au visage cuivré, ne semblait pas de ce monde-ci. Et comme c'est un mélange de Quasimodo, de Jean Valjean et de l'homme qui rit, il deviendra un personnage du 93 de Victor Hugo. Marat fut une espèce d'invisible, présent partout. Être senti sans être vu, c'est le propre des dieux et des démons. Marat n'était pas plus un écrivain que Robespierre n'était un orateur. Ces hommes étaient des forces. Dans le Napoléon d'Abel Gance, il sera joué par le plus grand poète du XXe siècle, Antonin Artaud. La flamme de la Révolution pour éclairer leur peuple et les rendre heureux s'il le faut, malgré eux. Donc Robespierre est méprisé par l'Assemblée, mais il est soutenu par Marat et par Desmoulins, les deux stars des médias indépendants de gauche de l'époque. Il y a aussi le journal Les Révolutions de Paris, dans lequel, le 24 octobre, un citoyen anonyme écrit « La motion de M. Robespierre m'a frappé. Ces cris n'ont point été écoutés. » Alors, pour ne pas avoir été écoutés, ils n'ont pas été écoutés. Et ça va continuer. L'idée démocratique, écrit Albert Mathieu, n'eut jamais la majorité à la Constituante. Ce fut jusqu'à la fin une assemblée bourgeoise, et c'est sur un plan bourgeois qu'elle reconstruisit la France. Mathieu a raison. Une preuve, ils ne sont alors qu'une poignée à défendre alors un suffrage universel et une égalité de droit. On a besoin des pauvres pour aller prendre la Bastille, mais on ne va quand même pas aller jusqu'à les laisser voter. Alors certes, Robespierre et la poignée d'autres ne défendent qu'un suffrage universel masculin. On a besoin des femmes pour sortir le roi de son trou à Versailles, mais on ne va quand même pas aller jusqu'à leur accorder des droits. C'est moche. Mais c'est déjà une autre mentalité que celle de la majorité des députés de la Constituante qui ont décidé de poser une condition au vote. C'est ce qu'on appelle le décret du marc d'argent. Le marc d'argent, c'est le coût du droit de vote. 54 livres. 2 mois de salaire. Et ce décret dégueulasse entraîne une sorte de vente censitaire en distinguant citoyens actifs, ceux qui payent, et citoyens passifs, ceux qui sont trop pauvres pour pouvoir voter. Camille Desmoulins fait observer que d'après ces critères, même Rousseau n'aurait pas pu voter. C'est évident. Ceux qu'on appelle les citoyens actifs sont en gros 4 millions sur 26 millions, moins d'un Français sur 6. Cette loi, écrit Robespierre, donne aux citoyens cette étonnante leçon. Sois riche, à quelque prix que ce soit, ou tu ne seras rien. Robespierre ne réussit pas à obtenir la parole pour prononcer son discours à la Constituante. Il fait donc imprimer ce qu'il aurait voulu dire en avril 1790. Dans ce discours, il définit la Constituante comme une aristocratie. Car l'aristocratie est l'État où une portion des citoyens est souveraine et le reste sujette. Et quelle aristocratie! La plus insupportable de toutes, celle des riches. Une aristocratie des riches. Et cette insupportable aristocratie, inutile de vous dire qu'elle est encore au pouvoir aujourd'hui. L'aristocratie des riches va fêter sa victoire. Ce sera le 14 juillet 1790, jour anniversaire de la prise de la Bastille. C'est une très grande fête, la fête de la Fédération. On en parle aujourd'hui comme de la naissance du patriotisme français. Tu parles, Charles. À quoi ressemble cette bouffonnerie? Sous une pluie sinistre, on voit un défilé de 100 000 soldats sur le champ de Mars. Puis face à la famille royale, c'est le général Lafayette qui prononce un grand discours dans lequel il fait le serment de protéger la sûreté des personnes et des propriétés, la libre circulation des grains et subsistances et la perception des contributions publiques. Vous avez compris les pauvres? Circulez, il n'y a rien à voir. Cette cérémonie sordide commence à ternir l'image de Lafayette, qui apparaît de plus en plus et à juste titre comme le représentant de l'aristocratie des riches. Sa politique, écrit Albert Soboul, tendit à concilier dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise l'aristocratie foncière à la bourgeoisie industrielle et d'affaires. Soit incompréhension politique, soit ambition,
le marquis de Lafayette se crut destiné à remplir dans la Révolution française le rôle que son ami Washington avait joué dans la Révolution américaine. C'est à cette époque qu'apparaît la Société des Amis des droits de l'homme. Elle s'installe dans l'ancien district des Cordeliers et on la connaîtra sous le nom de Club des Cordeliers. Au sein des Cordeliers, une personnalité va prendre beaucoup d'importance. C'est un autre avocat de province, un certain Georges Danton, au sujet duquel va s'écrire, à l'inverse de Robespierre, une sorte de légende dorée. Plus que discutable, abject. On va y venir. Danton était absent des États généraux. Il était absent de la prise de la Bastille. Mais dans la nuit du 15 au 16 juillet, il est entré en action. À la tête d'une patrouille, il s'est pointé à la Bastille, placée sous le contrôle de l'électeur Soulès. Et il a fait enlever Soulès sous un motif inconnu. Soulès est libéré le lendemain, sur intervention de Lafayette. Personne n'a jamais compris pourquoi Danton a fait ça. À quoi ça pouvait bien servir d'enlever l'électeur Soulès? L'historien Haïm Burstein proposera d'expliquer le geste de Danton par une volonté de protagonisme. Danton veut faire partie de l'histoire. Alors il doit se faire remarquer. Ce qu'il va réussir à faire le 18 juillet par un discours véhément au Club des Cordeliers qui impressionne tout le monde. Le premier de nombreux. Et Danton va devenir membre du département de Paris. C'est Mirabeau qui l'a repéré et qui lui a permis d'obtenir ce poste. Danton va beaucoup fréquenter Mirabeau. Et ça, c'est un premier red flag, comme disent les jeunes. C'est carré dans l'axe. Car Mirabeau a beau être un orateur infatigable des droits du tiers-État, il travaille alors en secret pour le roi et lui remet des notes confidentielles depuis au moins le 10 mai 1790. Mirabeau va mourir très rapidement dans cette histoire, dès le 2 avril 1791. Mais le 10 mars, il avait écrit au comte de Lamarque, favori de Marie-Antoinette, avoir remis 30 000 livres à Danton pour que ce dernier continue à servir secrètement la cour. Alors, dans la même lettre, Mirabeau se demandait si c'était pas malgré tout de l'argent mal placé. Bien vu! Danton ne servira pas la cause de la monarchie. Il a sans doute encaissé la monnaie, mais pas rempli son contrat. C'est que Danton, dans un premier temps, va se faire un plaisir d'arnaquer tous ceux qui croient l'acheter. Le cousin de Louis XVI, par exemple, Philippe d'Orléans, député de la noblesse, rallié au tiers-État, plus tard appelé Philippe Égalité, que Danton va beaucoup fréquenter, qui votera à la mort de son cousin et qui s'imaginait reprendre, sinon le pouvoir, au moins la régence. Mais aussi l'Angleterre, qui avait vu la France s'opposer à elle dans la guerre d'indépendance américaine, qu'il avait mauvaise, et qui se félicitait de voir la puissance française potentiellement affaiblie par la Révolution. Une lettre d'Anne César de la Luzerne, l'ambassadeur français à Londres, datée du 29 novembre 1789, évoque Danton comme un agent acheté du gouvernement anglais. Alors, est-on sûr que Danton a touché des sommes d'ennemis de la Révolution ou d'ennemis de la France? Disons que sans l'hypothèse de fonds secrets, on n'explique pas les sommes extravagantes dépensées par lui. Avant la Révolution, Danton indiquait dans son contrat de mariage posséder pour toute fortune la somme de 12 000 livres. Mais le 24 mars 1791, il achète la ferme de Nuisement pour 48 200 livres. Le 12 avril, il achète les terres du prieuré de Saint-Jean-du-Chêne et ses dépendances à Troyes-le-Petit pour 8 300 livres. Le lendemain, il achète une maison place du Grand Pont à Arcy pour 25 300 livres. Total, plus de 82 800 livres d'achats fonciers entre mars et novembre 1791. Tous payés comptant. Après quoi, il va enrichir ses propriétés pour un montant de 43 650 livres et les agrandir sur une centaine d'hectares. La valeur totale des biens immobiliers de Danton se montra à sa mort à plus de 137 000 livres, à quoi il faut ajouter 30 000 livres de meubles divers. Pour Danton, la Révolution est un business. We're only in it for the money. Il faut voir qu'on se trouve dans une situation absolument nouvelle.
une situation encore inédite, où un système millénaire injuste est en train de s'écrouler, et laisse alors un immense vide. Dans ce vide, des hommes apparaissent, et ceux-ci se révèlent parfois autres qu'on ne les pensait être. La Révolution a fait disparaître un enfer sur terre, mais elle a fait émerger en retour des figures inquiétantes qui vont refaire de cette terre un enfer. Des personnes qui se disent au service du peuple ou de la justice, qui les représentent et parlent en leur nom, de façon véhémente parfois, mais qui trahissent en secret les principes qu'ils défendent. Des hommes qui parlent le langage du peuple, mais qui n'en pensent pas moins. Danton se vantera souvent de n'être pas un eunuque, écrit son biographe Frédéric Bluch. Vérité qui pour lui forme un tout, au physique comme au moral, et ne s'appliquera jamais à ses ennemis successifs, ni à Bailly, ni au blondinet Lafayette, ni au froid Robespierre, que Danton rangera au nombre de ses laissés-pour-compte de la virilité. Coucou, tu veux voir ma... De là à dire que la virilité, tant vantée par Danton, est mesurable moins au courage qu'au degré d'égoïsme et de duplicité, d'enrichissement personnel et de mépris de la parole donnée, il n'y a qu'un pas. L'histoire de la Révolution est aussi une histoire de la corruption. Mais la Révolution n'est pas seulement une histoire de la corruption. C'est aussi une histoire de l'émancipation. Il y a la Société des Amis des Noirs, qu'a fondée Jacques-Pierre Brissot, un homme qu'on va bientôt voir intervenir dans cette histoire. Robespierre n'est pas membre de la Société des Amis des Noirs, mais il en partage les objectifs. Et au sein de la Constituante, entre le 12 et le 15 mai 1791, il défend le droit de vote des libres de couleur. Ce n'est pas l'abolition de l'esclavage, certes, mais c'est un début. Et c'est quelque chose que les colons blancs de Saint-Domingue vont vouloir éviter à tout prix. Robespierre va plus loin. Il est seul à refuser la concession proposée par Barère aux colons le 13 mai, à savoir une reconnaissance constitutionnelle de l'esclavage, leur laissant le droit de décider de la citoyenneté des hommes de couleur, libres ou non libres. Et il prononce cette phrase célèbre « Périssent les colonies s'il doit vous en coûter votre bonheur, votre gloire, votre liberté. » Périssent les colonies, ça c'est Robespierre. Il faut ajouter qu'il y a quelque chose d'unique dans le style de Robespierre. De glace ardente, recuit et congelé comme l'abstraction, comme le définira le poète Charles Baudelaire. Et rien que pour ça, déjà, on va devoir regarder avec méfiance tous ceux qui attaquent Robespierre. Malgré ses efforts, la Constituante vote le 13 mai 1791 qu'aucune loi ne pourrait être faite pour les colonies sur l'état des personnes non libres que sur la demande formelle et spontanée des assemblées coloniales. Les ordures. Une personne qui a bien compris ce qui se joue ici, c'est un autre poète, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire qui écrit au sujet du vote de l'Assemblée « C'était chose grave. Une Assemblée élue pour constitutionnaliser la liberté venait de constitutionnaliser l'esclavage le plus abominable. » Notons que Césaire est sans illusion sur la Société des Amis des Noirs. Je cite Césaire. Une fois édulcoré, son programme sera amené à 2 points. Abolition immédiate de la traite et égalité civique pour les hommes de couleur libres. Quant à l'abolition de l'esclavage, elle restait à l'état de simple postulat, de lointain idéal, et les représentants de la société se défendirent toujours de la vouloir dans un temps déterminé. Notons également qu'il souligne l'importance de l'intervention de Robespierre, d'une logique plus impérieuse et le ton comme transfiguré par une fièvre de raison. Remettre le sort des hommes de couleur entre les mains des colons, c'est-à-dire le sort de l'opprimé entre les mains de l'oppresseur. C'était pour la Révolution se désavouer elle-même et une manière de suicide moral. À l'occasion de la question coloniale, la Révolution française avait commencé à s'affronter elle-même et en se confrontant avec les principes dont elle était née, à se cliver, donc à se définir. Et notons encore que pour Césaire, malgré le beau discours de Robespierre à l'Assemblée, la seule personne de l'époque à avoir vraiment assumé l'anticolonialisme dans toutes ses exigences est Marat. Marat, tenant sous un seul regard le double aspect du problème colonial, son aspect social comme son aspect national. Marat, pour qui les colons blancs sont inexcusables et qui mériteraient largement ce qui pourrait leur arriver de pire. Je cite Marat. Le fondement de tout gouvernement libre est que nul peuple n'est soumis de droit à un autre peuple, qu'il ne doit avoir d'autre loi que celle qui s'est donnée à lui-même, qu'il est souverain chez lui et souverain indépendant de toute puissance humaine.
Pour secouer le joug cruel et honteux sous lequel ils gémissent, les Noirs sont autorisés à employer tous les moyens possibles, la mort même, dussent-ils être réduits à massacrer jusqu'au dernier de leurs oppresseurs. Non, ils méritent quand même, hein. Putain. Après la révocation totale des droits des hommes de couleur, le 24 septembre, Marat écrit « À la différence des Parisiens, les hommes de couleur ne sont pas lâches, ils ne se laisseront pas faire. La pythonisse voit juste. Les libres de couleur se soulèveront et imposeront à l'Assemblée législative le décret égalitaire du 24 mars 1792, devenu loi le 4 avril. Un des rares cas où Robespierre se retrouvera sur la même ligne que Brissot, devenu entre-temps son ennemi politique. Et il va même désavouer sur ce point son ami Camille Desmoulins, qui par un anti-brissotisme grossier, lui reproche jusqu'à son anticolonialisme dans son pamphlet Brissot démasqué. Une question. Pourquoi est-ce que dans le film de Robert Enrico réalisé pour le bicentenaire, on montre Robespierre refusant d'applaudir, contrairement aux autres, lorsqu'on évoque l'idée d'abolir l'esclavage? Combien de manipulations grossières, toutes liées à l'idée de salir sa mémoire, a-t-on dû subir jusqu'à aujourd'hui? Combien en subira-t-on encore? Ce n'est pas tout. Le 23 décembre 1789, Robespierre défend l'accès des Juifs à la citoyenneté. Contre l'abbé Maury, porte-parole de l'aristocratie, et que Camille Desmoulins appelle le prince des démons. Le prince des démons dit carrément, je cite, « Les sueurs des esclaves chrétiens arrosent les sillons où germe l'opulence des Juifs, qui pendant que leurs champs sont ainsi cultivés, pèsent des ducats et calculent ce qu'ils peuvent ôter des monnaies sans s'exposer aux peines portées par la loi. » Waouh! Que répond Robespierre à ce tissu de conneries? Comment peut-on leur opposer les persécutions dont ils ont été les victimes chez différents peuples? Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier en leur rendant les droits imprescriptibles de l'homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. La citoyenneté pleine et entière des Juifs du Sud-Ouest et du Midi est reconnue le 28 janvier 1790. Et le 27 septembre 1791, c'est au tour des Juifs de l'Est d'être confondus dans le droit commun de tous les Français. Enfin, le 30 mai 1791, Robespierre prononce un discours prônant l'abolition de la peine de mort. Il soutient que cette peine contribue à multiplier les criminels en corrompant les mœurs. La peine de mort n'est pas abrogée, mais l'Assemblée décide d'abolir les supplices, faisant de la punition capitale une simple privation de vie. Robespierre, plus tard, assumera l'exécution des ennemis de la Révolution. Robespierre a-t-il ensuite changé d'avis sur la question de la peine de mort? Question très compliquée, on va y venir. Le 21 juin 1791, les Parisiens découvrent que les Tuileries sont vides. Louis XVI et Marie-Antoinette ont pris la fuite, avec une partie de la famille royale. C'était une fuite préparée de longue date par l'ami de Marie-Antoinette, le comte suédois Axel de Fersen. Manque de peau, Louis XVI est reconnu à Sainte-Ménéhould par le maître de poste Drouet. Il est arrêté à Varennes et on le ramène à Paris. Bah oui, en fait. Louis XVI n'avait jamais vraiment renoncé à l'héritage de ses ancêtres. Il a seulement fait semblant pour gagner du temps. Son plan était de former une armée appuyée par les puissances étrangères qui entrerait en France par le nord-est et rétablirait par la force son pouvoir initial. On le saura plus tard, lors de la découverte de l'armoire de fer. Marat, qui a des antennes, s'en doutait et l'évoquait dans l'Ami du peuple dès le mois de décembre 1790. Lafayette demande alors qu'on passe l'éponge. Robespierre estime que le roi, ayant trahi ses serments envers son propre royaume, n'a plus droit au trône. Le club des Cordeliers décide d'aller plus loin que Robespierre et lance l'idée d'une pétition pour une demande de déchéance du roi. Alors le soir même, l'Assemblée annonce le roi inviolable au terme de la loi, ce qui rend la pétition illégale. Robespierre ne réussit pas à faire circuler à temps un contre-ordre pour éviter que les manifestants ne se trouvent en infraction. Et le 17 juillet, une foule considérable de gens du peuple vient signer le registre au Champ de Mars. Là, d'un commun accord,
Lafayette, ébahis, font ouvrir le feu sans sommation sur cette foule désarmée. Oui, ceux qui avaient porté au pouvoir nos Gus 2 ans plus tôt sont tout simplement massacrés par eux. Combien de morts? Aucun du côté des forces de l'ordre, normal pour une foule désarmée. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. 12 morts côté pétitionnaires selon Bailly et Lafayette. 400 selon l'Ami du peuple et les révolutions de France et de Brabant. Un été sinistre commence. L'été 1791, pendant lequel une répression très forte a lieu. Et tout le monde se planque. Marat est en Angleterre. Danton traîne un peu à Arcis-sur-Aube dans une de ses 15 000 baraques avant de gagner l'Angleterre à son tour. Camille Desmoulins cesse de publier les révolutions de France et de Brabant. Robespierre, lui, a rencontré Duplay, un entrepreneur en menuiserie qui propose de le loger. Robespierre vivra alors jusqu'à la fin de sa vie, avec son chien, dans une chambre de la maison de Duplay. Pendant ce temps, une campagne mensongère est menée contre lui, qu'on prétend à l'initiative de la pétition, alors qu'il a tenté de l'empêcher de circuler dès qu'il a appris qu'elle était frappée d'illégalité. Et à la fin du mois de juillet 1791, Robespierre répond à travers une adresse aux Français. Je cite Robespierre. « Je vais ici leur révéler moi-même tout le secret de cette roideur inflexible qui leur a tant déplu et qu'ils ont érigé en crime. J'ai cru que l'égalité des droits devait s'étendre à tous les citoyens. J'ai cru que la nation renfermait aussi la classe laborieuse, et tous sans distinction de fortune. À mon avis, il n'est point de liberté sans l'égalité des droits. Et partout où l'égalité des droits n'existe pas entre tous les citoyens, elle n'existe plus en aucune manière. Et bientôt l'État social ne présente plus qu'une chaîne d'aristocratie qui pèse les unes sur les autres, où l'homme orgueilleux et vil se fait gloire de ramper au pied d'un supérieur pour dominer sur ceux qu'il croit voir au-dessous de lui. De nouvelles élections ont lieu, mais celles-ci, votées à un suffrage censitaire qui avait été imposé par la Constituante, vont donner une assemblée composée essentiellement de modérés. Ce qu'on appellera plus tard les Girondins, parce qu'un certain nombre d'entre eux viennent de la Gironde, mais qu'on appelle alors familièrement les Brissotins, du nom du plus important d'entre eux, Jacques-Pierre Brissot. Cette assemblée de Girondins, avec Brissot en tête de file, est élue le 1er octobre 1791. On l'appellera la législative. Brissot, un homme ambigu et initialement plutôt sympathique. Homme de lettres, il est passé par l'Angleterre, la Suisse et les États-Unis. C'est un fan de Rousseau, mais aussi de Voltaire, qu'il a rencontré en février 1778, alors que ce dernier était aux portes de la mort. Un peu comme Robespierre a rencontré ou croisé Rousseau cette même année. Très influencé par la Révolution américaine, Brissot est un adversaire de longue date du despotisme. Il est passé par la prison, 2 fois, pour dette en Angleterre et à la Bastille pour avoir écrit un pamphlet pornographique contre Marie-Antoinette, qu'il n'a peut-être pas écrit d'ailleurs. Ce qu'il a fait de plus beau, c'est de fonder la Société des Amis des Noirs en 1788. Mais le pouvoir va le changer. Sous la législative, Brissot va se montrer un infatigable va-t-en-guerre. Alors c'est vrai, Léopold II, empereur du Saint-Empire romain germanique et frère de Marie-Antoinette, a exprimé son inquiétude concernant la situation en France. Et le 27 août 1791, dans une déclaration conjointe avec le roi Frédéric Guillaume II de Prusse, il se dit prêt à soutenir Louis XVI dans ses tentatives de rétablir son pouvoir. De plus, le couple royal s'impatiente et quémande cette intervention. Tout est assez tranquille pour le moment en apparence, écrit Marie-Antoinette à son ami Fersen, mais cette tranquillité ne tient qu'à un fil et le peuple est toujours comme il était, prêt à faire des horreurs. On nous dit qu'il est pour nous, je n'en crois rien. Les Français sont atroces de tous les côtés. Mais Léopold et Frédéric Guillaume ne se mouillent pas trop. Ils mettent beaucoup de conditions, en particulier celles que le reste de l'Europe les suive dans leur croisade. Or, l'Angleterre refuse d'y participer. Et les autres puissances ne se pressent pas pour répondre. Était-il donc nécessaire, comme va le faire Brissot, de déclarer la guerre à la Prusse et au Saint-Empire? Alors il faut les écouter dans leur délire belliciste.
La guerre est actuellement un bienfait national, déclare Brissot. Et la seule calamité qu'il y a à redouter, c'est de n'avoir pas la guerre. C'est l'intérêt seul de la nation qui conseille la guerre. Et que dire de son copain, le député Isnard, un riche manufacturier de Grasse complètement halluciné. Le français est devenu le peuple le plus marquant de l'univers. Non mais ça va les chevilles? Il faut que sa conduite réponde à sa nouvelle destinée. Américain mental sort de ce corps. Sous Louis XIV, le plus fier des despotes, il lutte avec avantage contre une partie de l'Europe. Super référence, dis donc. Aujourd'hui que ses bras sont déchaînés, craindrait-il l'Europe entière? Ferme-la, espèce de danger public. Robespierre hésite. Il entend Billaud Varennes s'y opposer vivement le 5 décembre 1791 et il le rejoint. Et il déplie une à une toutes les raisons de s'opposer à la guerre. Vous allez voir, c'est passionnant. Pourquoi s'opposer à la guerre? Tout d'abord pour des raisons stratégiques. La guerre crée une unité artificielle du pays. Elle soude le peuple derrière son chef, quand bien même ce dernier ne se prive pas de le faire crever pour sa gloire personnelle. Nous sommes en guerre. La guerre donnerait donc un blanc-seing au pouvoir royal et lierait les mains du peuple. D'ailleurs, Robespierre n'est pas supposé le savoir, mais c'est précisément ce que Marie-Antoinette écrit à son frère Léopold. Il n'y a que la force armée qui puisse nous réparer. Voir à Fersen, quand elle apprend les efforts des Girondins pour convaincre l'Assemblée de la nécessité de la guerre. Les imbéciles, ils ne voient pas que c'est nous servir. Et Louis XVI également, qui demande à Breteuil de prévenir l'empereur et les souverains, au lieu d'une guerre civile, ce sera une guerre politique et les choses en seront bien meilleures. L'état physique et moral de la France fait qu'il lui est impossible de la soutenir une demi-campagne, mais il faut que j'aie l'air de m'y livrer franchement, comme je l'aurais fait dans des temps précédents. Il faut que ma conduite soit telle que dans le malheur, la nation ne voit de ressources qu'en se jetant dans mes bras. Mais quelle bande de Ensuite, pour des raisons de principe, Robespierre est hostile par principe à tout conflit qui serait à l'initiative de la France. Il dénonce la guerre de conquête. Contrairement à ce que déclament Brissot ou Isnard, non, on n'exporte pas par la force armée les idées révolutionnaires dans les autres pays. On leur fout la paix. Et c'est là où Jules Michelet est le plus à côté de la plaque, mais alors complètement, quand il s'exclame « Oh, guerre sublime, guerre pacifique pour fonder la paix universelle, oh, le grand cœur de la France, quelle tendresse pour le monde !» Contrairement aussi aux idées néocoloniales de Bernard Kouchner et son fameux droit d'ingérence qui aura cours à partir des années 70-80 en France. Non, on ne libère pas de force des peuples qui n'ont rien demandé. Non! C'est presque le PS Brissot. C'est presque un néoconservateur avant l'heure. C'est presque BHL ou Glucksmann, d'où la phrase célèbre de Robespierre. On va pas refaire la NUPES, là. Personne n'aime les missionnaires armés. On va reprendre le passage en entier parce qu'il est d'une très grande portée, hier comme aujourd'hui. La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés. Enfin, il y a une dernière raison de s'opposer à cette guerre. C'est que celle-ci est presque une guerre de diversion. Et Robespierre le comprend très bien. C'est une technique éprouvée. Pas vrai, Macron? La guerre, dès que la cour le demande, ce parti dispense de tout autre soin, on est quitte envers le peuple dès qu'on lui donne la guerre. Oui, c'est ça aussi Robespierre. C'est qu'en France, le prix du blé remonte et les Français recommencent à se révolter. En février 1792, il y a de nouvelles émeutes un peu partout. Simoneau, maire d'Étampes et spéculateur, est tué dans un affrontement qui oppose la force armée qu'il a mobilisée aux habitants hostiles à la libre circulation des grains. La législative, épouvantée,
organise pour commémorer sa mort une fête de la loi. Et la devise retenue pour celle-ci est liberté, égalité, propriété. Ils ont clairement pété un câble. Brissot et les Girondins sont des libéraux. Et même des libéraux fanatiques. Pour eux, l'État ne doit pas intervenir dans les questions de prix. Pas du tout, jamais. Mais cette liberté économique, c'est la porte ouverte pour que les commerçants s'enrichissent sans mesure. Et comme la banqueroute repointe son nez, alors la guerre, c'est assez clair, pourra, en même temps, mettre en sourdine les revendications populaires, parce que vos gueules, c'est la guerre, et permettre aux Girondins de se refaire économiquement par les pillages et les rapines. Cousus de fil blanc. Alors qu'il avait initialement de la sympathie et même du respect pour Brissot, les Girondins n'apparaîtront plus désormais aux yeux de Robespierre que comme des ambitieux, des intrigants, forts avec les faibles, faibles avec les forts. Et il les comparera aux philosophes des Lumières, Diderot ou Voltaire, qui ont jadis humilié Rousseau, plus faibles qu'eux, mais se sont aplatis devant les puissants. Après 3 mois de débat, pendant laquelle la presse girondine, particulièrement dégueulasse, prétend Robespierre payé par les Autrichiens, celui-ci, quasiment seul à défendre sa position anti-belliciste, échoue à empêcher la guerre. Et le 20 avril 1792, la France de Brissot déclare la guerre au Saint-Empire romain germanique et au royaume de Prusse. C'est dans ce contexte qu'apparaît le manifeste de Brunswick. On est le 25 juillet 1792. La grande tendresse de la France pour le monde a commencé depuis 3 mois. Dans un texte réclamé par Marie-Antoinette, instruit par Louis XVI et supervisé par Fersen, le duc de Brunswick, chef suprême des armées conjointes du Saint-Empire et du royaume de Prusse, annonce aux Français son arrivée pour délivrer la famille royale de leur captivité. Encore un peu de tendresse, donc. Les habitants des villes, bourgs et villages qui essaieraient de se défendre contre les troupes seront punis sur le champ, suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies et brûlées. La population de Paris, si elle porte atteinte aux Tuileries ou à la famille royale, sera livrée à une exécution militaire et à une subversion totale. Alors pardon, mais c'est trop. Depuis toute la France, plus de 20 000 hommes se fédèrent et convergent vers Paris. Ceux qui viennent de Marseille vont marquer l'histoire, avec leur chant rythmé, le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qu'on adoptera comme hymne national. La plus belle version restant celle du musicien de free jazz Albert Heller. Mais j'ai également un faible pour l'intro de All You Need Is Love des Beatles, j'avoue. Les fédérés rejoignent les militants des sections parisiennes qu'on appelle les sans-culottes. Sans-culottes, un terme qui précède la Révolution, mais qui va être popularisé par Marat et qui définit l'homme du peuple révolutionnaire, qui porte un pantalon par opposition à la culotte courte et au bas des nobles et des bourgeois. Sans-culottes et fédérés font valoir la responsabilité du roi dans cette menace et réclament sa déchéance. Mais la législative continue à faire de la sourde oreille. Lafayette dira dans ses mémoires qu'à cette occasion, il fit donner à Danton une somme de 50 000 livres pour tourner en faveur du roi l'émeute annoncée. Encore de l'argent jeté par les fenêtres. Plus compromettant encore, Lafayette, toujours pour sauver le roi, propose à celui-ci de dépêcher une centaine de cavaliers et de l'escorter personnellement à Compiègne pour sa protection. Et le roi, complètement à l'ouest, refuse. Pour des raisons connues de lui seul, il n'a jamais fait confiance à Lafayette, c'est-à-dire au seul mec qui se préoccupe encore de son sort. Louis XVI préfère rester sur place aux Tuileries et il demande à ses gardes mercenaires suisses de tirer sur les sans-culottes et les fédérés qui viennent le chercher. Idée nulle, car la nuit du 9 au 10 août 1792, les sans-culottes et les fédérés, en bien plus grand nombre que les gardes du roi, massacrent littéralement ces derniers. Quant à Lafayette, après avoir essayé de soulever une armée pour sauver le roi quand même, et avoir lamentablement échoué, il prend la route de l'exil.
Et il se fait arrêter par les Autrichiens et se fait emprisonner à Olmütz en Moldavie pour les 5 années à venir. Chais, karma is a bitch. Mais ça y est, on y est. Le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. Le roi et la reine sont en prison. Et ce moment, aucun doute qu'il n'a été à nul autre pareil. Nul n'exprimera mieux ce qu'il signifiait qu'Arthur Rimbaud en 1870. Il a 16 ans, dans son poème « Le forgeron », où il montre un homme du peuple parlant à Louis XVI. Même s'il mélange 2 moments, celui où un boucher fit porter au roi un bonnet phrygien le 20 juin, et cette journée d'août inscrite sous le titre du poème. Plus exactement, selon les mots de Rimbaud, vers le 10 août. Le forgeron, le bras sur un marteau gigantesque effrayant, explique au roi. Moi, je ne peux plus croire, quand j'ai 2 bonnes mains, mon front et mon marteau, qu'un homme vienne là, dague sous le manteau, et me dise « Marot, ensemence ma terre ». Que l'on arrive encore, quand ce serait la guerre, me prendre mon garçon comme cela chez moi. Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi. Tu me dirais « Je veux ». Tu vois bien, c'est stupide. Non, ces saletés-là datent de nos papas. Oh, le peuple n'est plus une putain. Non, le peuple n'est plus une putain, mais on va quand même prendre ces garçons chez lui quand ce sera la guerre. C'est stupide. Ces saletés datent de nos papas, mais ils voudront quand même. Le roi est destitué. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pouvoir exécutif est alors remis temporairement entre les mains de 6 ministres choisis en dehors de l'Assemblée. 5 copains de Brissot et un seul pas girondin ou affilié aux Girondins, Danton. Mauvaise pioche. Danton est nommé ministre de la Justice. Il propose à Robespierre d'intégrer son conseil. Nope. Robespierre décline. Alors Danton prend 2 secrétaires, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. On reparlera de Fabre d'Églantine dans le prochain épisode. C'est tout un poème, Fabre d'Églantine. Alors qu'est-ce qu'on va faire du roi? Un procès. Mais comment instruire un procès pareil? Pas simple. 6 mois plus tard, on sera encore en train de s'engueuler. En attendant, les massacres du 10 août ont été sanglants. Et le peuple attend que soient jugés ceux qu'ils estiment responsables, c'est-à-dire non seulement la famille royale, mais aussi les officiers des gardes suisses. Robespierre le rappelle le 15 août. Le peuple se repose, mais il ne dort pas. Il veut la punition des coupables, il a raison. Quant à Marat, toujours borderline, il déborde littéralement de colère dans l'ami du peuple. Vous les avez pris les armes à la main contre la patrie, vous avez massacré les soldats, pourquoi épargnez-vous leurs officiers, infiniment plus coupables? La sottise a été d'avoir écouté les endormeurs qui ont conseillé d'en faire des prisonniers de guerre. Ce sont des traîtres qu'il fallait immoler sur le champ. Il va être exaucé, mais ça va pas être joli. Ça va même être bien moche. Pendant longtemps, malgré le bellicisme archi-béachélien des Girondins, les Austro-Hongrois n'avaient pas attaqué. Maintenant, ils attaquent. Un peu tard, les mecs. Louis XVI et Marie-Antoinette sont déjà en prison. Allô? Mais bon, ça y est, ils attaquent. Le 2 septembre 1792, on apprend que les armées de Brunswick ont pris Longwy d'abord, Verdun ensuite. Et les troupes sont à 3 jours de la capitale. Alors c'est la panique. Danton ordonne une levée de 60 000 hommes. C'est alors qu'il prononce son fameux discours patriotique. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. L'audace, hein? À partir du 2 septembre et pendant 3 jours, des hommes qui s'autoproclament juges vont parcourir les prisons parisiennes et exécuter les détenus. Plus de 1200 prisonniers politiques ou de droit commun vont perdre la vie dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très obscures, très incertaines. Albert Mathiez a alors un moment Michelet, ce qui tombe bien puisqu'il le relève, Michelet n'étant jamais aussi aveuglé au point de tomber dans les pommes que lorsqu'il aborde le nadir de la Révolution. Mathiez retrouve le style visionnaire de Michelet. Lorsqu'il écrit au sujet des massacres de septembre, le patriotisme, Dieu nouveau, réclamait des victimes humaines comme des dieux anciens. Le dieu patriotisme se substitue au dieu politique dans un nouveau carnaval triste. Pour parodier Camille Desmoulins, c'est presque une Saint-Barthélemy des royalistes. Plutôt que de mettre le feu
À un roi de carnaval, on met en sang des royalistes de carême. Pendant ces journées, les Girondins qui étaient alors au pouvoir ont été très trouillards. Sur le moment, ils n'ont rien dit. Ensuite, ils ont reporté la faute sur Robespierre, Marat, Danton. Ainsi, Madame Roland, femme du ministre girondin Roland. Nous sommes sous le couteau de Robespierre et de Marat, Danton étant sous-main le chef de cette horde. Robespierre, Marat, Danton. Alors certes, Robespierre refusera de condamner publiquement les massacres. Mais il n'était pas au pouvoir. Il n'était pas directement impliqué dans l'élaboration de ceux-ci. Il ne les a pas appelés de ses voeux. Joseph Souberbiel, le médecin personnel de Robespierre, témoignera bien plus tard que celui-ci ne lui avait jamais parlé des journées de septembre qu'avec horreur. Marat. Alors oui, Marat a un peu poussé à de telles extrémités. Comme toujours. Depuis sa cave, j'allais dire derrière son ordi. Mais il regrettera. Quand il apprendra ce qui s'est passé, il en parlera comme d'un événement désastreux. Il le dira même à plusieurs reprises. Reste le cas de Danton. Danton était au pouvoir. Il était ministre. Et il n'est pas intervenu une seule fois le long de ces journées. On ne sait pas ce qu'il a bien pu foutre. Il y a beaucoup de témoignages sur son indifférence aux violences. Des propos rapportés démontrant du mépris pour les victimes. « Je me fous des prisonniers » ou « Ne vous mêlez pas de ces gens-là ». Mais ils viennent d'ennemis politiques, de Girondins. Il faut s'en méfier. Nous pouvons au moins dire qu'il a laissé faire et s'en est lavé les mains. Dès le 29 juillet, Robespierre avait formulé le programme de ce qui devait suivre l'insurrection du 10 août. Déchéance du roi, instauration du suffrage universel, élection au suffrage universel d'une convention nationale. Il va être exaucé, mais spoiler, ça ne va pas se passer aussi bien que prévu. Encore une fois, suffrage universel masculin. Il faudra attendre le 21 avril 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de voter. Il y a pourtant plusieurs grandes figures révolutionnaires, Théroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, qui ont défendu le droit de vote des femmes. Elles ont malheureusement été bien peu écoutées, et là-dessus, il faut admettre que Robespierre n'a pas été meilleur que les autres. Le 21 septembre 1792, on fait donc des élections générales au suffrage universel masculin. Et l'abstention est énorme. Il y a entre 30 et 40% de votants. Ce sont les bourgeois qui ont voté. Et ils ont voté selon leurs intérêts bien compris. Ceux qui vont être majoritaires dans la Convention seront soit des Girondins, des amis de Brissot, soit des gens qu'on dira de la Plaine ou du Marais, c'est-à-dire des députés indépendants, mais favorables aux revendications des bourgeois libéraux et qui serviront de force d'appoint aux Girondins. La Plaine et la Gironde sont majoritaires dans l'Assemblée parce qu'elles sont largement majoritaires dans les départements de province. À Paris, c'est la gauche qui l'emporte haut la main. Robespierre est élu, il va être député. Autour de lui s'agrège tout un groupe de gauchistes donc, qu'on va appeler la Montagne. Des montagnards qui s'opposeront aux Girondins et à la Plaine. Pourquoi montagnards ? Peut-être parce que le couvent des Cordeliers est situé près de la montagne Sainte-Geneviève. Peut-être aussi parce que la montagne est pour eux un symbole de la liberté. On ne sait pas. On voit donc s'asseoir dans l'Assemblée Robespierre, Danton, Camille Desmoulins et même Marat. Marat qui a décidé de se porter candidat et qui lui aussi est désormais député. La montagne est dans une opposition presque systématique à la Gironde. Le 28 octobre, Robespierre l'exprimera en une formule frappante aux Jacobins. Ils sont les honnêtes gens, les gens comme il faut de la République. Nous sommes les sans-culottes et la canaille. La procédure concernant Louis XVI prend du temps, mais elle avance. Robespierre intervient le 30 novembre, puis le 3 décembre. Ce qu'il dit est alors surprenant. Il estime qu'il n'y a pas de procès à faire. Louis XVI doit être déclaré traître à la nation française et exécuté en tant que tel. Robespierre était opposé à la peine de mort pourtant. Robespierre a-t-il changé ? Oui et non. Robespierre est toujours fermement opposé à la peine capitale contre les crimes de droit commun. Il semble malgré tout l'accepter pour surmonter un danger menaçant l'existence même de la société. Et c'est dans ce contexte que le 13 novembre 1792, un jeune homme de 25 ans, inconnu ou pas loin, se lève
et se montre plus intraitable que quiconque. Comme Robespierre, il veut en faire une mesure d'exception liée à une situation de guerre. Pour lui, il ne s'agit pas d'un procès à faire, mais d'un acte politique à accomplir. En d'autres termes, Louis XVI n'est pas un accusé, c'est un ennemi. Et pas seulement en tant que traître, également au titre de roi. Un jour, on s'étonnera qu'au XVIIIe siècle, on ait été moins avancé que du temps de César. Le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autre formalité que 22 coups de poignard, sans autre loi que la liberté de Rome. Et aujourd'hui, on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple, pris en flagrant délit, la main dans le sang, la main dans le crime. Juger un roi comme citoyen, ce mot étonnera la postérité froide. On ne peut point régner innocemment. La folie en est trop évidente. Il s'agit bien évidemment de Saint-Just. La Convention n'est pas d'accord, il y aura quand même procès. Et Louis XVI aurait peut-être pu s'en sortir si le 30 novembre, on n'avait pas trouvé son armoire de fer. L'armoire de fer, un placard que Louis XVI avait fait installer aux Tuileries en mai 91, juste avant sa fuite, dans un mur, derrière un panneau, un trou fermé par une porte de fer. Dans cette armoire, il avait planqué toute sa correspondance secrète qui précédait sa fuite et qui va alors rétrospectivement informer les Français des démarches que le couple royal avait faites auprès des autres royaumes d'Europe en vue de regagner leur pouvoir initial. Louis XVI est foutu. Et encore, ils n'ont pas vu la correspondance de Marie-Antoinette avec Fersen. Ils auraient appris qu'elle les détestait, que le peuple français lui faisait horreur. Le procès de Louis XVI se déroule du 15 au 19 janvier. Quand il est interrogé, c'est pathétique. Il ne reconnaît pas les documents de l'armoire de fer. Il affirme même ignorer son existence. Il nous fait une défense Sarkozy. Quelle indignité. Louis XVI, c'est Sarkozy dans le corps de Hollande avec la gueule de Balladur. C'est l'exact contraire d'un procès célèbre de l'histoire de France, le procès de Jeanne d'Arc. Dans le procès de Jeanne d'Arc, l'intelligence, le courage, la dignité, la poésie. Dans le procès de Louis XVI, les mensonges, la mollesse, le déni. La royauté française s'achève comme elle a commencé, dans la médiocrité. Comme dira Alain Decaux, ça n'est pas seulement pour cela que la Convention a condamné Louis XVI, mais nous, c'est peut-être à travers cet interrogatoire que nous serons tentés de le condamner. Bon, il faut quand même nuancer. Louis XVI n'était pas le pire des rois, loin de là. Et sans doute n'avait-il jamais même voulu occuper cette place que le cardinal Frankenstein Richelieu avait inventée pour ses prédécesseurs. Il a été dauphin très tardivement, après la mort de ses frères aînés. Et il a été affaibli par la mort de son fils au moment des États généraux. Mais pourquoi a-t-il gardé tous les documents qu'il incriminait ? Soit il était persuadé de reprendre le pouvoir prochainement, soit il était vraiment bête. Dernier mot officiel de l'intéressé. J'avoue que les preuves multipliées que j'avais données dans tous les temps de mon amour pour le peuple et la manière dont je m'étais toujours conduit me paraissaient devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner son sang et éloigner à jamais de moi une pareille imputation. Waouh! La culpabilité du roi est reconnue à 691 voix contre 0 et 27 abstentions. 0 personne ne le croit innocent. Sur les 721 votants, 361 se prononcent pour la mort immédiate, 26 pour une exécution différée, 44 pour une mort sous condition, enfin 280 en faveur de la détention. Et 2 jours plus tard, le 21 janvier 1793, Louis XVI est confié aux sans-culottes et exécuté par eux sur l'actuelle place de la Concorde, anciennement place Louis XV. Macron, décapitation! Cette exécution, Robespierre a recommandé qu'elle soit faite sans liesse populaire, de sorte à, je cite, « maintenir autour de l'échafaud, autour de la Convention, un calme imposant et terrible pour glacer d'effroi tous les ennemis de la liberté. » Mais elle va produire un choc dont on sent encore aujourd'hui les vibrations. On se souvient de notre petit président disant à la revue Le 1, le 8 juillet 2015, « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent.
Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. Passons sur la confusion des dates. La mort du roi n'a pas eu lieu pendant la période dite de terreur. Ok, Macron, tout ça est un peu compliqué. Mais revenons sur l'idée que le peuple n'a pas voulu la mort du roi. Ce n'est pas du tout ce que pensait Marie-Antoinette. Je la recite. On nous dit que le peuple est pour nous, je n'en crois rien. Les Français sont atroces de tous les côtés. Et dans un article de 1847 pour le Deutsche Brüsseler Zeitung, Karl Marx, très méchant et très drôle. Louis XVI fit appel à son peuple. Pendant 3 ans, il ne cessa de faire appel à une partie du peuple contre l'autre. Il chercha son peuple, le vrai peuple, le peuple soulevé d'enthousiasme pour lui, et ne le trouva nulle part. Que voulez-vous ? Il y a ici un problème de perception. Le petit président se trompe. Louis XVI a été exécuté, mais il n'est pas parti. Il n'est même pas mort. Bon alors là, on est devant le Palais Royal, les jardins du Palais Royal, un peu en décalé. C'est là où Camille Desmoulins, Desboulets, a crié « aux armes, il va y avoir une Saint-Barthélemy des Patriotes » et a embarqué tout le monde pour la Bastille. Alors cette scène-là, elle a été racontée des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Et le premier à la raconter, la re-raconter, la re-raconter, c'est Camille Desmoulins lui-même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les gens savent non seulement qu'ils vivent une période exceptionnelle, mais ils se vivent comme des personnages d'une époque exceptionnelle. Ça a été très difficile de savoir comment m'orienter dans le labyrinthe de la Révolution. Il y a plein d'historiographies différentes. Elles n'ont cessé de changer. Les grosses différences se jouent entre ce qui va se faire au XIXe siècle, en particulier, et ce qui va se jouer à partir de l'intervention d'un historien qui va revoir tout ça à l'os et qui est Albert Mathiez, qui est vraiment le mec génial de l'histoire. Pendant un siècle, en tout cas, le grand méchant, c'est Robespierre. Qu'on soit du côté des monarchistes, qu'on soit du côté des Girondins, c'est-à-dire des républicains libéraux, ou qu'on soit du côté de Danton, ou qu'on soit même du côté d'une lecture anarchiste, mais ça qu'on verra par rapport à la suite, dans l'épisode sur la terreur, l'épisode suivant, où on va voir des personnes qui vont dépasser Robespierre sur la gauche. Robespierre va être le bad guy, va être toujours le bad guy. Et celui qui va avoir un crédit absolument inouï, c'est Danton. Danton, on va le voir quand même comme un type absolument extraordinaire, l'audace, le courage, le machin, l'image, quoi. Et il faut attendre Mathiez pour qu'on commence à défaire une légende dorée qui est celle de Danton, et donc, du coup, par équilibre, rééquilibrer avec la légende à ce moment-là noire qui était celle de Robespierre. Donc ce qui est difficile, c'est que forcément on passe d'un livre à l'autre et on a une toute autre histoire. On se retrouve avec 15, 20, 30 versions différentes de l'histoire de la Révolution française. Comment on fait ces choix? Comment on peut dire moi je crois à celle-là, pas à celle-là? Sur quoi on évalue? Sur les intentions? Sur des éléments factuels, mais qui sont des éléments factuels qui sont très souvent hypothétiques ou déductifs? C'est très difficile. C'est très difficile et c'est ce qui explique que ce soit une histoire, encore aujourd'hui, les avis soient très partagés. Beaucoup plus que beaucoup d'autres périodes de l'histoire. Et donc, ce soit beaucoup plus difficile de s'y retrouver parce qu'il y a eu tant de légendes qui vont s'écrire autour de chaque personnage et autour de chaque événement. En fait, le moment où la légende de Robespierre commence à s'écrire, c'est parce qu'il s'est opposé publiquement à la loi martiale et donc il a été très remarqué pour ça. Et c'est pour ça que les royalistes disent qu'ils défendent les voyous, qu'ils défendent les brigands. En gros, à ce moment-là, ils représentent un danger parce qu'à ce moment-là, ce qu'ils voient, c'est que le problème, c'est moins... Enfin, la solution à trouver, c'est pas comment empêcher les pauvres de tuer des boulangers. C'est comment empêcher les pauvres de mourir de faim. Et le simple fait d'avoir un point de vue social sur des questions politiques le remise immédiatement parmi les salauds. Le fait d'avoir dit
la cause de ce dont vous pleurez les conséquences, la cause, c'est pas d'avoir d'assez bons flics, c'est pas de pouvoir tirer dessus, c'est qu'il y ait des pauvres. Mais on voit bien à quel point c'est toujours d'actualité, ça. Ça, pour moi, c'est là où, évidemment, tout de suite, oui, il faut se méfier des gens qui critiquent Robespierre. Pas tous, hein, il y a aussi des bonnes raisons de le critiquer. Évidemment, on y viendra, surtout dans l'épisode suivant. Mais la plupart du temps, les gens qui critiquent Robespierre le font parce qu'ils sous-estiment la question sociale, et sous-estiment drastiquement. C'est des personnes qui se disent que, après tout, les pauvres, il suffit de les mater. Et s'ils pensent ça, ce qui leur arrive, après, il ne faut pas trop s'étonner non plus. Et c'est là où on peut être un peu Marat, quoi. C'est le côté... Oui, vous pouvez y aller, mais un jour ou l'autre, ça va vous retomber sur la gueule et ça va être très, très violent. Je trouve ça très drôle. Ça me plaît beaucoup qu'il y ait eu vraiment deux grandes figures de la presse indépendante, quoi, pendant la Révolution, Camille Desmoulins et Jean-Paul Marat, et qui est vraiment un public différent, quoi. Camille Desmoulins, c'est le public bourgeois éduqué qui est intéressé par les idées de la Révolution et qui veut voir la société évoluer dans le bon sens. Et Marat, c'est les énerver, quoi. Et c'est les types qui veulent qu'on leur dise. Et ce qui est fou, c'est que la personnalité de Marat, que je découvre, que je pense que je ne suis pas le seul, je connaissais que par sa baignoire, quoi, ou presque. Et il y a une biographie vraiment formidable qui a été faite de Marat par Olivier Coquard. Je le cite rapidement dedans, mais la bio entière est vraiment passionnante. Et la personnalité de Marat, comme homme de lettres, philosophe, scientifique expérimental, pas tout jeune, 45 ans quand même déjà, qui a bourlingué, qui a essayé un peu plein de choses. La Révolution arrive et il trouve qui il est, quoi. Elle sert aussi de révélateur à sa personnalité. Et il devient ce... Oh, c'est pas vrai. Je croyais avoir arrêté mon téléphone. Oh non. Ah bah c'est Mathias. Mathias. Bah alors, comment je range mon téléphone? Allez, ok. J'en étais où? J'ai perdu mon fil. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tous ces personnages nous semblent si proches et si irréels à la fois, c'est qu'on sort d'un système millénaire. Un système millénaire dont on croyait qu'on ne se déferait jamais. Alors il a eu ses variantes, il a eu ses extrêmes, il a eu aussi ses tentatives d'en sortir, coucou la fronde, mais on avait l'impression qu'on ne sortirait jamais du système roi, noblesse, clergé, tiers-état, etc. Le truc qui n'est pas supposé bouger. Le truc qui est supposé être là pour toujours. Et là, il y a un grand vide. Il y a un truc qui s'invente. Qui s'invente ou qui se retrouve. En tout cas, il y a un espace vidé. Et donc, les figures qui apparaissent sont des figures inattendues. Des figures totalement inattendues. Et donc, on ne sait pas du tout comment on doit les aborder. Quels sont les critères avec lesquels on peut les juger. Et c'est pour ça aussi que c'est curieux, c'est que la Révolution française nous est devenue tellement constitutif que quand on l'aborde, on a besoin d'avoir un avis dessus. Et bon aussi, hein. Mais... Louis XVI a été exécuté, mais il n'est même pas mort. C'est un problème de perception. Quelques mots encore sur la déclaration comique du petit Macron. Premièrement, il y a peu de chance, après le manifeste de Brunswick, ou pire, la découverte de l'armoire de fer, que le peuple français n'ait pas voulu la mort du roi. Le petit président voit tout depuis son point de vue, qui est très étroit. Deuxièmement, il y a beaucoup de chance, cependant, que de nombreux députés qui ont voté sa mort l'aient fait aussi un peu malgré eux. Pour faire plaisir au peuple, justement, pour donner quelque chose aux sans-culottes. Et peut-être pour éviter de nouveaux massacres de septembre. Peut-être pour que cela ne leur retombe pas sur la gueule. Pour qu'ils restent crédibles malgré leur politique libérale. Et puis pour avoir la paix. Troisièmement, il est possible, il n'est pas certain, qu'une partie de ce peuple l'ait ensuite regretté. Mais surtout parce que la Révolution n'a pas tenu ses promesses. Parce qu'ils ont eu l'impression, à juste titre,
d'avoir été baladé. La Révolution aura bénéficié à des personnes tout aussi détestables que les rois auxquels elle a mis fin. C'est que le roi n'est pas une personne, c'est une place. Une place dans le monde. Une fois cette tête tranchée, cette place était libre pour que d'autres salopards pointent leurs fraises. C'est un problème de perception. Louis XVI a été exécuté, mais il n'est pas mort. Tant que la démocratie directe n'existera pas, il ne disparaîtra pas. Le roi continuera, bien malheureusement, à être là en tant que place. La preuve, c'est qu'une fois sa tête coupée, ceux qui l'exécutèrent se mirent tous sur la gueule. Marat l'avait vu venir, la Pythonisse. Dès un essai de jeunesse, Les chaînes de l'esclavage, en 1775, il avait écrit « Le tyran fut-il abattu, la liberté n'est pas recouvrée pour cela. » Tous étaient d'accord contre la tyrannie, mais est-il question de fixer une nouvelle forme de gouvernement? Plus d'union. Ils savent bien ce qu'ils fuient, non ce qu'ils cherchent. Les uns veulent établir l'égalité des rangs, les autres veulent conserver leurs prérogatives. Il en fallait beaucoup plus qu'une exécution pour tuer le roi en nous. Il fallait un changement de perception. Pour changer le monde, il fallait un changement de tête. Comme disaient les Beatles, tu dis que tu veux une révolution, tu sais, on veut tous changer le monde, tu dis que tu vas changer la Constitution, tu sais, on veut tous changer ta tête. Alors oui, d'accord, on ne mesure pas l'état de stupeur collective qu'a pu représenter une période pareille. On était dans une situation inédite et on se pensait dans une période totalement nouvelle. On n'avait jamais vu ça. Et pourtant, c'est peut-être ça le problème, justement. Le problème principal de la Révolution française, c'est l'oubli dont elle témoigne au moment même où elle se cherche dans le passé des modèles. On avait pour repère les États-Unis, voire au mieux, la République romaine. Moins de 3 mois avant sa mort, le 18 Floréal an 2, Robespierre prononcera des mots très forts à la Convention. Le monde moral, beaucoup plus encore que le monde physique, semble plein de contrastes et d'énigmes. La nature nous dit que l'homme est né pour la liberté et l'expérience des siècles nous montre l'esclave. Ses droits sont écrits dans son cœur et son humiliation dans l'histoire. Le genre humain respecte Caton et se courbe sous le joug de César. La postérité honore la vertu de Brutus, mais elle ne la permet que dans l'histoire ancienne. Les siècles et la terre sont le partage du crime et de la tyrannie. La liberté et la vertu se sont à peine reposées un instant sur quelques points du globe. Ouais. On avait déjà oublié, en 1794, ce qui avait déjà été oublié à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, à savoir que la liberté et la vertu s'étaient reposées bien plus longtemps qu'un instant et sur de très nombreux points du globe. Le monde, qui était appelé de leurs vœux par tous les cœurs généreux, vraiment scandalisés par l'injustice et l'inégalité, ce monde n'était ni nouveau ni rare. Et il n'était pas américain, ni même républicain romain, il était bien plus ancien. Il était bien plus vaste et durable. Une révolution ne devait pas l'inventer, elle devait le faire revenir, elle devait le renouveler, le rafraîchir, l'accomplir. Ce monde était là avant le christianisme, avant l'Empire. Ce monde était là chez ceux qui furent appelés Gaulois, les Indiens de Rome. Et les Français avaient pu en retrouver le souvenir lorsque des explorateurs leur rapportèrent des récits concernant ce qu'ils traitaient alors de sauvages. Les Gaulois d'Amérique, qui n'étaient pas plus sauvages qu'eux ne l'avaient été. C'est en 1703 que sont publiés les dialogues avec un sauvage du baron de Lahontan. Le baron de Lahontan, c'est un voyageur anthropologue, écrivain français né en 1666 et mort en 1716. Le sauvage, nommé dans son livre Adario, est inspiré par le chef Huron-Wendat Kondiaronk, que Lahontan a rencontré et avec lequel il s'est entretenu lors de son séjour en Nouvelle-France, entre 1683 et 1694, le Canada étant alors une province royale. Bien sûr, ces dialogues ont sans doute été un peu réécrits pour leur donner une forme littéraire. Mais il y a une vérité dans la parole du Huron. Et malgré les pisse-froids occidentaux qui, depuis le XVIIIe siècle, ont préféré croire à une fiction, ce qui les rassurait autant que ça les flattait en tant qu'occidentaux,
C'est un historien huron-wendat contemporain, Georges Sioui, qui défendra son authenticité et dira de ces dialogues qu'ils sont non pas une projection européenne sur une Amérique idéalisée, comme on a voulu le lire du point de vue européen jusqu'à présent, mais une source amérindienne digne de confiance. Tout commence par une discussion entre Lahontan et Addario sur le christianisme. Addario prévient Lahontan que le sujet ne l'intéresse pas. Il ne tient pas à se convertir. Addario croit en Dieu, qu'il appelle le grand esprit, et à l'immortalité de l'âme. Et le grand esprit les a pourvus d'une raison capable de discerner le bien d'avec le mal pour qu'ils suivent les règles de la justice et de la sagesse. Toutes les constructions humaines impliquant une organisation hiérarchique, que celle-ci soit religieuse ou politique, ne sont pas seulement nulles, elles produisent le contraire de ce que les hommes en attendent. Et le christianisme ne fait pas exception. Les vices contre lesquels le christianisme prétend lutter sont inexistants chez Addario. Il s'accorde avec Lahontan sur le caractère détestable du meurtre, mais il lui fait remarquer que celui-ci est si ordinaire parmi vous que pour la moindre chose, vous mettez l'épée à la main et vous vous tuez. Et la justice punitive de l'Occident est inutile. Elle ne fait qu'appliquer par la force ce qui devrait n'être que des choses justes et raisonnables. Oui, mais tous ne les observent pas, dit Lahontan, sinon nous n'aurions pas à les châtier. Et Lahontan ajoute qu'il ne suffit que d'être honnête pour n'être pas exposé au châtiment. Addario rétorque qu'il ne suffit que de 2 faux témoins. Est-ce que les coureurs de bois ne m'ont pas cité 20 exemples de gens innocents que vos lois ont fait mourir cruellement et dont on n'a reconnu l'innocence qu'après leur mort? Vive les Hurons, qui sans loi, sans prison et sans torture, passent la vie dans la douceur, dans la tranquillité et jouissent d'un bonheur inconnu aux Français. Enfin, Addario prend très au sérieux le fait que les Français avec qui il a parlé s'avouent généralement incapables d'observer des lois qu'ils jugent pourtant utiles de faire appliquer. Ces Français ont raison de dire qu'il est impossible d'observer cette loi, lui dit Addario, tant que le tien et le mien subsistera parmi vous autres. C'est un fait aisé à prouver par l'exemple de tous les sauvages du Canada, puisque malgré leur pauvreté, ils sont plus riches que vous, à qui le tien et le mien fait commettre toutes sortes de crimes. L'origine de tous les crimes, c'est avoir le tien et le mien, c'est-à-dire la notion de propriété. Et par déduction, c'est l'existence de la richesse et de la pauvreté, facteur de tous les maux. L'innocence de notre vie, l'amour que nous avons pour nos frères, la tranquillité d'âme dont nous jouissons par le mépris de l'intérêt, sont 3 choses que le grand esprit exige de tous les hommes en général, dit Addario. Nous le pratiquons naturellement dans nos villages, pendant que les Européens se déchirent, se volent, se diffament, se tuent dans leur ville. Lahontan lui oppose ce que la richesse a permis en Europe. Les châteaux, les carrosses, les tapisseries, Versailles, quoi. Alors certes, la société est inégalitaire, admet Lahontan, mais certains, malgré tout, peuvent jouir du luxe. Et ils sont heureux. Tu parles, lui dit Addario. Je cite Addario. Ces grands seigneurs se haïssent intérieurement les uns les autres. Leur vie molle est traversée par l'ambition, l'orgueil, la présomption et l'envie. Ils sont esclaves de leur passion et de leur roi, qui est l'unique Français heureux. La douleur que l'âme en ressent surpasse l'imagination. Après cela, comment avez-vous la présomption de prétendre avoir un libre accès dans le pays du grand esprit? Nous nous aimons comme frères. Les chefs de guerre, de nation et de conseil n'ont pas plus de pouvoir que les autres Hurons. Chacun est maître de soi-même. Et tout ce qui était dit dans les dialogues avec un sauvage pouvait recouper ce que nous avions connu chez ceux qui furent appelés Gaulois. C'est ce que comprendra l'immense historien Laurent Olivier dans son livre « Le monde secret des Gaulois ». Je cite Laurent Olivier. C'est bien le même idéal politique pluriséculaire qui relie les Indiens d'Amérique du Nord aux Gaulois et aux Celtes d'Europe occidentale de l'Antiquité. C'est la même aspiration à l'exercice du libre arbitre, le même souci de rechercher collectivement l'intérêt public. Ce que nous avons connu chez ceux qui furent appelés Gaulois, mais aussi chez ceux qui furent appelés gnostiques. Comme dira dans les années 70 l'écrivain de science-fiction Philippe Cadic, qui le déduira de ses visions de 100 rois, il ne peut exister d'explication rationnelle légitimant la centralisation du pouvoir ou les États tels que nous les concevons actuellement. Si Dieu réside en chaque homme,
Alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. La vérité que Dieu habite toute chose sans limite, partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, comme tous les êtres vivants, sans interruption. Chacun maître de soi-même et frère de tous les autres. Addario a raison, c'est ça le bonheur. Ce bonheur, c'est ce que Robespierre aura cherché, c'est ce que Rousseau aura trouvé, c'est ce que les Cathares vivaient, c'est ce que les 100 rois savaient. C'est ce que Jésus dit dans un de leurs livres principaux, retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, l'évangile de Thomas. Celui qui a la puissance, puisse-t-il renoncer? Si une révolution était nécessaire en 1789, si elle l'est aujourd'hui en 2025, ce n'est pas pour chercher quelque chose de nouveau. C'est faux et ce n'est pas intéressant. La révolution est nécessaire pour retrouver le chemin de nos vies, perdues par les notions de tien et de mien et la recherche du pouvoir. C'est pour sortir, comme disait Robespierre, la plus grande partie de nos frères de ce suprême degré d'abaissement où l'homme, occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux droits que la nature lui a donnés. Et c'est parce que toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. Mais tous les moyens ne sont pas bons pour l'obtenir. C'est fou. Et distinguer les moyens des fins n'est pas intéressant. Ou alors nous aurions un jour obtenu de bonnes choses à partir d'actes mauvais. Or, cela n'a jamais eu lieu. Nulle part. Jamais. C'est encore ce que déconseille Jésus dans l'évangile de Thomas. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Et la preuve, bien malheureusement, c'est ce que la Révolution va devenir à partir de l'exécution matérielle du roi et de sa survivance spirituelle. La Révolution, qui était présente dans le cœur de Robespierre comme de toutes les âmes éprises de justice authentique, a bien commencé. Mais les hommes qui ont fait cette révolution l'ont fait sans avoir clairement compris le sens qu'elle devait avoir, c'est-à-dire un retour à un monde où il n'existe pas le tien et le mien. Pas l'Amérique de George Washington, celle d'Addario, pas la Rome de Brutus, la Gaule d'avant César. Ce monde existe. Non seulement ce monde existe, mais il est déjà là. Et dans tout ce qui nous rend heureux, il est là. Mais dans tout ce qui nous fait souffrir, il est recouvert par ce qui nous sépare. Le plaisir obtenu par le pouvoir sur autrui. La volonté d'y obtenir quelque chose que les autres n'ont pas. Le goût pervers de la distinction et de l'humiliation. La révolution devrait nous apprendre à ne plus y être attachés, parce que ces attachements nous empêchent de voir le paradis que nous ne cessons de transformer en enfer. Non seulement ces attachements rendent les autres malheureux, mais ne nous rendent même pas heureux quand nous en profitons. C'est enfin ce que nous rappelle Jésus dans l'évangile de Thomas. Le royaume est répandu sur toute la terre et les hommes ne le voient pas. Tout est à revoir. Il va falloir à nouveau retourner en arrière pour aller en avant et faire le pas de côté. We have to go back. We have to go back! Merci d'avoir vu cet épisode de l'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour la suite et la fin de notre récit de la Révolution française. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 1, de Jules César à Jeanne d'Arc, en vente dans toutes les bonnes librairies. Et si vous n'aimez pas cette révolution relue à la lumière des Hurons, des Gaulois et des 100 rois, alors faites comme Macron et ses semblables. Dites que le peuple français n'a pas voulu la mort du roi et partez à la recherche de son peuple, le vrai peuple, le peuple soulevé d'enthousiasme pour lui, quitte à le ne trouver nulle part.